Bonjour et bienvenue dans Audition publique, une heure invitée tous les lundis à 19h30 pour évidemment évoquer l'actualité politique majeure sur les chaînes parlementaires. Et dans l'actualité de ce lundi, évidemment l'Italie, pays fondateur de l'Europe qui donne la victoire à l'extrême droite. La très efficace Giorgia Meloni, ex-admiratrice de Mussolini et très anti-immigration, pourrait présider le Conseil italien. C'est un événement historique et majeur pour l'Italie et pour l'Union européenne. En France, c'est l'heure des budgets. Pour l'heure, pas encore de traces de la réforme des retraites, mais Elisabeth Borne a répété ce matin qu'elle se ferait quand, comment. Suspense, est-ce que Emmanuel Macron hésite toujours? On va en parler avec vous. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes finalement assez rare dans cette émission et en général. Donc les retraites, c'est un gros dossier pour la majorité et pour l'opposition que vous représentez, puisque vous présidez le groupe socialiste à l'Assemblée. Brigitte Boucher et Tam Tranoui y reviendront largement. Au programme également, quel regard portez-vous sur la démission du secrétariat national d'Europe Écologie Les Verts de Julien Bayou? Une question de société assez vertigineuse, on y reviendra. On parlera aussi de l'avenir du Parti socialiste. Yves Tréhard vous cuisinera. Le sénateur Xavier Iacovelli y reviendra aussi avec vous en débat. Et Vincent Roux vous posera deux questions d'actualité dans quelques minutes. Mais d'abord, Boris Vallaud, cette victoire de Meloni en Italie, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'il faut raison garder et se garder de toute caricature, parce qu'on ne peut pas dire que c'est le retour du fascisme au pouvoir? Écoutez, c'est quand même très inquiétant. Je crois que beaucoup d'Européens, d'Italiens, se sont réveillés avec la gueule de bois ce matin. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de l'Italie qu'il y a un taux d'abstention aussi élevé, je crois pas loin de 64%. C'est considérable. Et nous avons, vous avez dit, une ex-admiratrice de Mussolini. Je ne sais pas si elle s'est repentie de ses affinités avec les fascistes. L'histoire de ce parti, il est quand même celui d'un parti néofasciste, avec tout ce que cela véhicule comme adversité avec la démocratie, avec l'état de droit, le recroquevillement sur soi. Et oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant après la Suède, c'est inquiétant après l'entrée à l'Assemblée nationale de 89 députés du Rassemblement national. Je ne banalise pas l'extrême droite, jamais. Qu'est-ce que vous craignez dans le fond? Parce que vous avez Orban en Hongrie qui s'est attaqué à l'indépendance de la justice, à la liberté d'expression, la liberté de la presse, aux droits des femmes et également au respect des traités européens. Rien de cela n'a été annoncé par Giorgia Meloni. Mais écoutez, on peut aussi avancer masqué. Et bien souvent, l'extrême droite... Vous craignez qu'elle ait menti pendant la campagne? Je crains que l'extrême droite reste ce qu'elle est. Et Orban en est évidemment en Europe depuis un certain temps l'étendard. Et il a progressivement, en effet, rogné sur un certain nombre de principes, de droits que nous considérions, que nous imaginions comme définitivement ancrés, installés dans notre vieille Europe. Eh bien non, on voit qu'il y a une précarité qui appelle à la vigilance de chaque instant, en Italie comme dans tous les pays d'Europe. Alors Emmanuel Macron, en qualité de président, a fait un communiqué aujourd'hui pour dire on va travailler ensemble, j'espère, enfin, grosso modo. Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil européen, avait eu une attitude assez différente il y a quelques jours, puisqu'avant même l'élection, elle a dit que l'Union européenne pourrait prendre des sanctions s'il y avait des manquements, évidemment, aux règles et aux valeurs européennes. Ça a été jugé intempestif, ça a été jugé, disons, un peu trop tôt de prévenir comme ça, comme si elle voulait tenser les électeurs italiens avant même qu'ils aient voté. Elle a eu tort? Écoutez, elle a déjà eu, à l'endroit d'Orban et de son régime, ce type de considération. Nous sommes dans un système d'adhésion à des valeurs qui sont celles de la démocratie libérale et de l'état de droit. Et en effet, quel que soit le gouvernement, s'il devait porter atteinte à ces principes fondateurs, eh bien, il serait, j'allais dire, dans l'ordre des choses que l'Europe réagisse. Est-ce qu'elle l'a fait trop tôt? Elle a le droit également d'avoir ses opinions. Et je crois que le rôle du président de la République française est aussi de défendre ces principes-là. Je ne crois pas qu'elle avait dit ça avant la campagne avant l'élection présidentielle en France, où, dans le fond, il y avait un risque aussi de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Dernière question, parce que c'est un sujet, on pourrait en débattre des heures, mais quelle est la responsabilité de la social-démocratie en Italie? Mais je crois que partout, il y a une responsabilité de ceux qui ont exercé des responsabilités. Je prends ma part.
il y a toutes ces questions qui travaillent les Européens, parfois de voir un monde changer sans eux. Ils se posent la question de leur place face à un certain nombre de grandes mutations. Ils se posent la question de savoir si ce qu'ils ont, ils semblent avoir perdu au niveau national, ils l'ont effectivement gagné au plan européen. Ils se posent la question, je le vois moi dans mes campagnes, des services publics qui sont éloignés, qui n'ont plus de visage, ni d'adresse, ni parfois même de numéro de téléphone. Ils se posent la question de savoir s'ils arrivent ou pas à vivre de leur travail. Et il y a beaucoup de gens qui ont des vies invivables et pour lesquels, aujourd'hui, on en reparlera j'imagine, remplir son réservoir d'essence, remplir sa chaudière ou son réfrigérateur devient difficile. Et donc on a besoin, je crois, et c'est notre responsabilité désormais, de parler aux classes populaires et aux classes moyennes, toutes celles qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui ont besoin aussi d'être écoutées. Ce n'est pas la première fois que vous mettez, vous les socialistes, le chantier ou l'ouvrage sur le métier. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Vous avez 5 ans pour convaincre. Et vous me suggérez de renoncer ? Ben non. Non. Brigitte Boucher pour... Bonsoir Elisabeth. Pour LCP et Tam Tradoni pour Public Sénat sont en face de vous. Mesdames, il est à vous. Sur le budget. Alors on commence par le projet de loi de finances qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Un budget de protection, dit le gouvernement. Vous abondez dans son sens ? J'ai entendu ce matin Bruno Le Maire dire à propos de ce budget, c'est un budget à l'euro près. Moi j'y vois un budget de l'à peu près. À peu près sur les prévisions économiques. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'OCDE a donné ses prévisions de croissance et d'inflation pour la France. Le gouvernement dit que ce sera 1%, l'OCDE dit que ce sera 0,6% de croissance. Le gouvernement dit que ce sera 4,2% d'inflation, l'OCDE dit 5,8%. C'est un budget insincère pour vous ? C'est un budget qui se fonde sur des hypothèses qui sont particulièrement discutables et sans doute optimistes. Donc il est déjà caduc. En tout cas, il prend des risques. Sur ces grands équilibres. Et puis, il est dans l'à peu près aussi, s'agissant des questions de pouvoir d'achat. On a voté cet été une loi sur le pouvoir d'achat. On voit qu'elle est, à bien des égards, pour le coup, rendue caduque que dès la rentrée, avec la nécessité de faire des efforts. 45 milliards quand même pour le bouclier. Oui, et une augmentation. 6 milliards d'euros pour l'indexation du barème sur l'impôt sur le revenu. Des aides aussi pour ma prime rénov'. L'indexation, j'ai vu la façon dont le gouvernement l'a présentée. C'est... l'indexation automatique aurait fait qu'ils auraient payé des impôts supplémentaires. Ce n'est pas des baisses d'impôts pour ceux qui vont payer l'impôt sur le revenu. Pour éviter qu'ils changent de tranche. J'ai bien entendu la façon dont le gouvernement l'a présenté, comme s'ils avaient donné de l'argent. Il y a quand même des mesures de pouvoir d'achat. On limite à 15% les hausses sur le gaz, l'électricité, ça aurait été 100%, donc qu'est-ce que ça veut dire ? 120%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez des augmentations des tarifs de l'énergie de 15%, que beaucoup de Français vont sortir du dispositif qui les protégeait jusqu'à présent. C'est à peu près 255 € par an d'augmentation, c'est 15% de la facture énergétique. Et vous voyez que pour beaucoup, eh bien, ça va être des pertes de pouvoir d'achat. Pour les 12 millions de Français qui auraient un choix. Ce que ça représente, ça reste limité par rapport à nos voisins européens. Je rappelle 120%. Oui, je suis député en France, je ne suis pas député en Allemagne, donc je me préoccupe de... On laisse filer la dette ? Mais c'est que fait le gouvernement ? C'est à bien des égards ce qu'il fait. Et le tort qu'il a... Il faudrait laisser filer encore. Non, parce que la trajectoire budgétaire, elle est quand même de baisser le déficit, de baisser la dette. C'est de ne pas se poser la question de la préparation de l'avenir. Il ne prépare pas sur le plan des finances publiques à bien des égards. D'abord, il refuse de taxer ceux qui ont les moyens de contribuer plus à la solidarité nationale. Alors, ça, on va en parler. Juste une question sur le budget de l'éducation, par exemple. Oui. On voit qu'il est en augmentation de 6,5%. Il y aura des salaires minimums à 2 000 €. Il y a la hausse du point d'indice, 10 000 postes supplémentaires de fonctionnaires d'État, 5 900 places d'hébergement. Il n'y a pas quand même des mesures qui vont dans le bon sens, un budget même social à certains égards ? Dans tout budget, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Et puis, il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles il faudrait aller plus loin. Vous évoquez l'ensemble des budgets en augmentation. Défalquez-les de l'inflation. Et vous verrez que pour l'essentiel des budgets, en valeur réelle, ils sont en recul. Voilà. Vous pouvez aussi regarder quelles sont les perspectives des finances publiques qu'a proposé le gouvernement. Il propose de faire 90 milliards d'euros d'économies en 5 ans. Moi, je dis, sur quoi ? Sur quoi ? Je regarde. Vous vouliez qu'il y ait plus d'économies dans le budget ? Je regarde. Non, je demande sur quoi il les fait. Je demande sur quoi il les fait parce que, vous savez, c'est le budget de l'esbrouf. C'est-à-dire que tout augmente, mais à la fin, ça diminue quand même. Donc il y a quand même bien des gens qui vont payer la facture. Après, le quoi qu'il en coûte, la question qui se pose, c'est à qui il va en coûter ? Eh bien, il va en coûter à ceux qu'on a applaudi à 20 heures. Vous dites, on aura la dette et on n'aura pas de justice sociale. On aura la dette et elle sera remboursée par ceux qu'on a applaudi à 20 heures à travers des réductions de droits, et y compris de services publics. Il y a quand même des gens à qui ça profite, les enseignants. Sur les enseignants, très bien. Je vous rappelle que la réforme PPCR avait été retardée, que beaucoup des mesures qui avaient été annoncées n'ont pas été prises, ont été prises tardivement.
Tant mieux pour les... Jamais les socialistes n'avaient concédé des mesures aussi importantes pour le salaire des enseignants sous le quinquennat de François Hollande. Regardez ce qui avait été fait pour les enseignements du premier degré dans l'alignement du régime des primes. Regardez ce qui avait été fait sur PPCR et le dégel du point d'indice. C'était des choses qui avaient fait. Et puis nous avions créé 60 000 postes dans l'éducation nationale. Il en a été supprimé 7 000 dans le dernier quinquennat. Vous me parlez des AESH. Et c'est important. Attendez, vous pouvez dire, c'est les AESH. Ce sont les dames, parce que ce sont souvent des dames qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école. Il va y en avoir, je crois, plusieurs milliers qui vont être recrutés. C'est indispensable. Mais il faut les employer avec un temps de travail qui soit 35 heures. Pas 24 ou 26 heures, qui ne permet pas, en réalité, de vivre correctement. Sur les enseignants, j'ai vu qu'il y avait 2000 postes d'enseignants qui allaient être supprimés. 7000 dans la dernière législature, 2000 maintenant. Le nombre d'élèves baisse, c'est vrai. Mais depuis 5 ans, le taux d'encadrement a légèrement baissé. Moi, je plaide pour qu'on accompagne mieux les élèves avec des dispositifs qui avaient été supprimés par Jean-Michel Blanquer. Plus de maîtres que de classes. Alors, voilà, je dis, il y a des choses, c'est insuffisant, et le gouvernement ne prépare pas l'avenir. Il se prive d'un certain nombre de recettes. On va en parler. Le faire. Un mot tout de même aussi, en parlant d'avenir, il y a quand même une forte impulsion pour la transition écologique, la transition énergétique. Les ministères dédiés qui gagnent 15% de plus par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça, c'est quand même un effort que vous saluez ? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi j'ai regardé le détail. Et notamment, il y a 2,5 milliards d'euros en plus pour MaPrimeRénov'. Et la question qui se pose avec MaPrimeRénov', puisque vous savez que vous avez 12 millions de Français qui vivent dans des passoires énergétiques, qui vivent aussi mal qu'ils se chauffent mal, que c'est 46% de la consommation d'énergie finale, c'est le parc de logement. Et je regarde quel est le bilan de MaPrimeRénov'. Et là, je dois vous dire que je suis un peu concerné. Il y a beaucoup de travaux, mais très peu qui permettent d'améliorer significativement la performance. Est-ce qu'il faudrait refaire ça ne marche pas, l'ensemble Ça veut dire qu'il ne suffit pas de rajouter de l'argent. Il faut exiger des rénovations complètes et performantes. Nous avons fait des propositions il y a quelques années autour d'un dispositif qui s'appelle la prime climat. 0 reste à charge au moment des travaux pour financer des rénovations complètes et performantes, préfinancement par la Caisse des dépôts et consignations et une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un dispositif qui ne marche pas pour vous ? Qui ne fonctionne pas ? Qui fonctionne très mal. Qui fonctionne en effet très mal parce que c'est beaucoup d'argent pour peu d'efficacité énergétique. La proposition que nous faisons, c'est une mesure à la fois écologique et sociale. Nous atteignons la neutralité carbone en 2050. Nous commençons par éliminer les F et G et par améliorer leur performance énergétique. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, le grand soir et le changement d'échelle, honnêtement, il n'est pas au rendez-vous. Donc, vous ne proposez pas de mettre davantage d'argent pour aider les Français à changer leur... Si, je propose de mettre davantage d'argent. Moi, j'ai un système de préfinancement où l'argent qui est avancé par la Caisse des dépôts se rembourse au moment de la mutation, c'est-à-dire au moment de la revente, au moment d'un héritage. C'est un dispositif qui, sur les 30 prochaines années, est équilibré et financé. Vous allez le proposer ? On l'a proposé 2 fois. On nous a dit non. J'entends que le gouvernement est prêt à des compromis. Eh ben c'est justement ce qu'a dit Éric Coquerel en commission des finances aujourd'hui. C'était à suivre sur LCP. Il dit qu'il y a des marges de manœuvre. Vous pensez qu'il y a certains amendements PS qui pourraient être acceptés et lesquels ? Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, moi, j'attends de voir ce que le gouvernement est prêt à faire. Vous êtes sceptique ? Oui, je suis sceptique, mais je le suis par l'expérience. Pendant ces 5 années, on a proposé des choses qui étaient financées, raisonnables, soutenues par des collectifs avec lesquels nous avions travaillé. D'ailleurs, avec aussi des encouragements de la part des administrations. Alors évidemment, silence et la neutralité qui leur incombe. Mais on n'a jamais réussi à faire véritablement avancer les choses. Ça ne va pas changer, là ? Eh bien, dans l'été, j'ai vu le gouvernement, en réalité, ne faire des compromis qu'avec la droite. Mais d'une certaine manière, je ne lui en fais pas le reproche, je le comprends. Il a gouverné pendant 5 ans à droite. Il a une sociologie électorale qui est très à droite. Il a été élu avec un programme présidentiel qui était très inspiré de toutes les fantaisies de Nicolas Sarkozy. À tel point qu'on a le sentiment d'être dans le 3e mandat de Nicolas Sarkozy à certains égards. Bien qu'il fasse sa majorité avec la droite, qui est majoritaire au Sénat, avec une commission mixte paritaire qui occupe une place centrale, me paraît assez... Même Elisabeth Borne qui se revendique comme une femme de gauche, et par exemple... Mais on peut s'en revendiquer, mais vous savez, le mieux c'est d'en faire la démonstration. Voilà. Et sur un certain nombre des propositions que nous avons faites pour de la justice sociale et de la justice fiscale, alors vous, votre grand dada, c'est taxer les super profits, c'est-à-dire les profits exceptionnels réalisés. Mon grand dada, c'est la justice. Vous voyez, je ne veux pas qu'à la fin des courses,
ceux qui remboursent tout seuls la dette, ce soit tous les métiers qui ont été en première ligne pendant la crise de la Covid. Et donc sur ces super profits, vous avez une proposition de loi qui a été déposée, vous espérez un référendum d'initiative partagée, vous pensez obtenir les 4,8 millions de signatures et l'avis du Conseil constitutionnel ? Oui, sinon on ne le ferait pas. Mais je voudrais simplement revenir sur votre terme de dada. Comme si c'était un caprice. Ça vous agace Non, rien m'agace. Ça vous froisse un peu quand même. Ça me froisse un peu. Ah ouais. Voilà. Non, mais je voudrais dire, c'est pas une lubie, c'est pas, on s'est pas réveillé un matin en disant comment on va faire. Non, mais il y a déjà eu des amendements. Je dis ça parce qu'il y a déjà eu des amendements en juillet, que là vous avez dépensé le rythme. Ceux qui nous écoutent, probablement d'autres amendements. C'est une forme de détermination. La Commission européenne le demande, le Parlement européen le demande, le secrétaire général des Nations Unies le demande, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne y réfléchit. Justement, il ne faut pas que ça se fasse au niveau européen. Et donc nous faisons cette proposition-là. Mais la Commission européenne a d'abord dit aux États, faites-le. Vous aurez des amendements en plus de votre proposition de loi ? On aura des amendements sur ce sujet-là, ça me paraît important. Et alors, ces marges de manœuvre dont parle Elisabeth Borne, est-ce qu'elles existent, à votre avis, sur ces profits exceptionnels ? Est-ce que vous voyez là une ouverture ? Je ne suis pas certain que ce soit que ce soit là-dessus. En tout cas, on ne sera pas dupe. Je veux dire, s'il s'agit de donner le sentiment qu'on a fait, et en réalité on a fait semblant, ça ne répondra pas à l'exigence de justice que nous réclamons. Voilà. Ensuite, écoutez, on déposera des amendements. Vous savez, quand j'ai répondu à Madame la Première ministre au moment du discours de politique générale, j'ai rappelé que dans l'histoire, les socialistes, même minoritaires, avaient toujours joué le jeu du parlementarisme. Et on a un parlementarisme de fait qui s'est imposé à nous. Et donc, nous voulons mettre sur la table un certain nombre de propositions, en débattre, en discuter, ne jamais désespérer de convaincre la majorité relative et peut-être d'autres. Mais par exemple, d'autres oppositions, vous avez pu les convaincre ? Les LR, par exemple, regardaient aussi avec attention. Écoutez, le Rassemblement national il y a une partie de la majorité. Vous pensez que vous pouvez avoir une majorité sur ces super profits ? Ce que j'évoquais sur les super profits, je constate qu'au Sénat, un certain nombre de parlementaires étaient favorables à la taxation. Étaient favorables. Alors, dans des modalités qui n'étaient pas tout à fait les nôtres. Mais enfin, ça peut faire partie des discussions que nous avons ensemble. Elisabeth Borne a dit qu'elle n'y était pas opposée, fin août. Oui, écoutez, elle y était opposée 15 jours avant. Bon, voilà. Est-ce que, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de ne pas voter le projet de loi de finances ? Écoutez, d'une manière générale, je ne préjuge pas de ce que nous allons faire. Mais il ne vous aura pas échappé que nous sommes dans l'opposition, que nous n'avons pas été élus pour faire la majorité d'Emmanuel Macron, que les Français lui ont refusé dans les urnes, et que pour un certain nombre des projets du président de la République, nous les avons combattus déjà depuis 5 ans, nous les avons combattus dans l'élection présidentielle et dans l'élection législative, et qu'on ne va pas se faire les supplétifs. On peut voter contre, on peut s'abstenir, il peut y avoir des nuances dans sa façon de s'opposer au gouvernement. Sur le budget non, ça sera clair. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... On verra si le gouvernement a de la nuance, lui. Alors, il y a un autre sujet, bien sûr, c'est les retraites. C'est l'autre sujet chaud du moment. Elisabeth Borne, ce matin, a dit que sa méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. Elle appelle les groupes parlementaires au dialogue. Est-ce que vous l'acceptez ? Mais le dialogue, bien sûr, on est toujours prêt à dialoguer. Mais est-ce qu'il y a un vrai dialogue avec la Première ministre sur ce sujet ? Quand le gouvernement parle de compromis, je dis avant de parler de compromis, il faut parler de méthode. Voilà. Une négociation qui se fait, on négocie mais sur nos bases. Je ne vois pas bien en quoi il s'agit d'une négociation. La dernière expression du président de la République construite et longue sur ces sujets-là, c'était son interview au 14 juillet. J'ai eu le sentiment qu'il n'avait renoncé à rien. Et que la méthode, on ne la connaît pas, la méthode. Il a été élu sur cette promesse. Alors non, attendez, il n'a pas été élu au premier tour de l'élection présidentielle, sauf si vous me dites l'inverse. Non, mais il est arrivé en tête avec il a quand même gagné la présidentielle. Il n'a pas été élu. On est rarement élu dès le premier tour, Maurice Vallot. Oui, certes, mais il a été élu dans des circonstances particulières dont il ferait bien de ne pas les ignorer. Voilà. Et ensuite, il n'a pas eu de majorité parlementaire pour mettre en œuvre son programme. Donc, on nous demande, est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis ? Je réponds, mais... Le gouvernement est-il prêt lui-même à en faire ? Mais justement, s'il ne fait pas un amendement au PLFS, au projet de loi de finances de la sécurité sociale, est-ce que du coup, vous dites, pourquoi pas, on peut étudier, regarder un projet de loi sur les retraites vous savez que si c'est pour, en 2023, quelle que soit la forme, que ce soit par amendement, mais par amendement, c'est une violence faite à la représentation nationale. Parce que vous savez, ça se dispense d'avis du Conseil d'État, ça se dispense d'études d'impact, ça se dispense éventuellement de délai. Le gouvernement dit que ce n'est pas un gros mot. Donc ce serait l'antithèse de tout ce qui a été dit
proclamé depuis quelques semaines ou même... Vous pensez qu'Emmanuel Macron, il songe toujours à cet amendement au PLFSS ? Écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête du président de la République, en tout cas moins que d'autres. Et s'il ne passe pas par amendement, alors ? S'il passe par un projet de loi négocié, débattu au Parlement ? Il y a une question de fond. La réforme à 65 ans ? Non. Voilà. Mais l'augmentation des cotisations, comme la réforme Touraine, oui. Écoutez, la réforme Touraine, pour l'instant, elle est en œuvre. Et donc, vous n'étiez pas secrétaire général à l'Élysée à ce moment-là ? Oui, en effet, je n'étais pas ministre, ça ne vous aura pas échappé. Vous avez donc validé tout ça. D'abord, la question qui se pose, parce que la question qui se pose, il faut y répondre sérieusement, c'est est-ce qu'il y a une nécessité, une urgence à réformer les retraites ? Le gouvernement nous dit oui, c'est au bord du gouffre, etc. Et le Conseil d'orientation des retraites ? Et le Conseil d'orientation des retraites, je peux vous dire exactement ce qu'il dit. Il n'y a pas d'urgence maintenant, mais à moyen et long terme, il dit que oui. Non, il ne dit pas qu'il y a d'urgence à moyen terme. Il dit qu'à partir de 2023, c'est à nouveau déficitaire. Il dit il y a 4 hypothèses de croissance et 2 conventions économiques pour pouvoir modéliser des prévisions qui vont jusqu'en 2070. Donc c'est quand même, il y a une part d'aléa qui est très grande. Selon les scénarios, sur 340 milliards de budget des retraites, il y a entre 5 et 15 milliards de déficit. À peu près 8. C'est-à-dire que ça n'est pas considérable. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'économistes qui disent que si on augmente de 10% le taux d'emploi des seniors, le sujet est réglé. Voilà, pas rien. Ensuite, on nous disait, rappelez-vous l'année dernière, parce qu'il y avait 14 milliards d'euros de déficit, il va falloir éponger jusqu'en 2030. C'est en excédent cette année de 900 millions d'euros. Donc on a besoin, d'abord, d'un diagnostic qui soit un diagnostic partagé, qu'on ne soit pas commandé par... c'est votre première exigence à l'égard de la Première ministre, c'est de... Oui, et si vous voulez, c'est là quand je dis on va faire payer aux plus modestes à la fois la dette et les cadeaux faits à quelques-uns. Mais en fait, quand on vous écoute, Emmanuel Macron a raison, en fait. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, amendement ou projet de loi, de toute façon, vous êtes contre cette réforme. Mais bien sûr, mais est-ce qu'on a menti à nos électeurs dans la campagne présidentielle avec Anne Hidalgo ? Est-ce qu'on a menti dans les élections législatives ? On y reviendra tout à l'heure à ce sujet avec Xavier Iacovelli. Oui, encore un autre sujet important aujourd'hui, c'est que Julien Bayou a démissionné de sa fonction de secrétaire national de LV et aussi de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Cela après les accusations d'une ex-compagne de violence psychologique. Alors, à la fois, il démissionne, en même temps, il dit c'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce qu'il a bien fait pour vous ? Écoutez, je dois vous dire que manifestement, sur cette affaire, personne ne sait très bien de quoi il s'agit. Donc je me garderai bien sur le fond de dire s'il a bien fait ou pas, je n'en sais rien. Ce que je veux vous dire, c'est que d'une manière générale, un certain nombre d'affaires, récentes et plus anciennes, abîment au-delà de ceux que ça concerne, tous ceux qui paraissent ne pas respecter les principes qu'ils défendent par ailleurs. Voilà. Et qu'il n'est jamais inutile, il est même toujours nécessaire, de parler de ce sujet grave qui est les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Mais vous jugez que cette situation, elle était intenable, même je si ne peux pas en juger. Il était... Je vous dis franchement, je ne peux pas en juger. Comme responsable politique. Je pense qu'il était sans aucun doute lui-même le mieux placé pour prendre cette décision. Je n'en connais ni les tenants ni les aboutissants. Quand les faits sont avérés ou avoués, ou voilà, là le sujet évidemment est plus simple. Et si les faits sont avérés, est-ce que pour vous, dans ce cas de figure, est-ce que par exemple, il peut rester député ? Non mais je ne prends pas le cas de Julien Bayou, mais est-ce qu'on peut rester élu de l'Assemblée nationale ? Je ne connais pas les faits, donc voyons quand les faits seront établis. Alors, prenons l'exemple d'Adrien Quatennens qui, lui, a effectivement admis avoir giflé. Est-ce qu'il peut rester représentant ? Il a pris un certain nombre de décisions, c'est une décision qui lui appartient. La présidente de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, a eu cette même réponse. Vous êtes député depuis des années, vous savez ce que ça représente d'avoir été élu par un certain nombre d'électeurs sur le terrain. Je suis d'accord. Sur ces questions très sensibles. Entre lui et sa conscience, je ne prendrai pas la décision à sa place. Donc vous dites quoi ? Et vous, si ça vous arrivait, si vous étiez accusé... Je ne sais pas. Je veux dire, j'en sais rien. Dans la position où je suis, je ne sais pas. La situation est extrêmement compliquée. Elle abîme tout le monde. Je pense, moi d'abord, aux victimes. Son épouse, bien sûr, mais vous savez ce qu'il en est de la violence faite aux femmes et que c'est un combat de chaque jour. Voilà ce que je peux... Vous avez connaissance de cas au Parti socialiste ou pas ? Il y en a eu. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place avec une cellule nationale d'écoute, avec la formation de référents dans chacune des départements, dans chacune des fédérations, pardon, je cherchais le terme. Il y a également une commission et il y a eu effectivement des cas qui n'ont pas été investis. Ces cellules-là, c'est la bonne instance ? Et puis il y a la justice. Dernière question. La justice, Éric Dupond-Moretti, vous voulez l'entendre sur cette question des violences sexuelles et sexistes ? Il y a la nécessité d'entendre
les paroles des victimes. J'étais aux 40 ans du CIDF, que vous connaissez peut-être, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, dans les Landes, 40e anniversaire, avec des témoignages de femmes qui avaient été des femmes violentées, battues, et qui avaient été sauvées, c'était leur terme, par l'écoute auquel elles avaient pu, et les suites judiciaires. Donc, effectivement, il faut pouvoir accueillir la parole de ces femmes-là, et qu'il y ait des suites judiciaires. La médiation, vous savez, depuis 2014, n'est plus possible dans cette matière, et c'est heureux. Et il faut que non seulement la justice fasse son travail, mais que lorsque ça se déroule dans un cadre politique... Mais donc il faut que les femmes portent plainte. Enfin, il faut qu'elles aillent en justice. C'est pas le cas de la femme de Julien Rioux. Qu'elles puissent le faire si c'est leur souhait et qu'un dépôt de plainte soit suivi aussi d'une instruction. Oui, c'est très délicat. On sent que vous prenez le sujet, évidemment, avec beaucoup de délicatesse, parce qu'il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de réponse binaire. Il est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Ouais. Merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup Tom. Dans un instant, on accueille Yves Tréhard, mais d'abord Vincent Roux du Figaro Live. Bonsoir Vincent, une question d'actualité à vous poser. Merci beaucoup. Vincent, vous êtes là ? On ne vous entend pas. Vincent ? Vous ne m'entendez pas ? Ah voilà, ça y est, la jonction est faite. On vous écoute Vincent. C'est un peu difficile de lire sur vos lèvres. Alors moi, je vous ai écouté avec attention sur ce que vous avez dit, Boris Vallaud, concernant les soignants et le budget pour les soignants. Il y a un point actuellement en France, c'est les soins palliatifs. 26 départements, dont le vôtre, les Landes, manquent d'unités de soins palliatifs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une priorité plus que d'aller légiférer, comme l'a voulu le président de la République, une fois de plus, sur la fin de vie? D'abord, vous dire que je suis très conscient de ce que vous venez de me dire, parce que j'ai reçu il y a quelques jours la Société française des soins palliatifs, qui est venue aussi faire témoignage de la réalité de l'exercice de leur métier et de leur responsabilité. Moi, je ne mets pas dos à dos l'accompagnement à la fin de vie à travers les soins palliatifs et ce débat sur l'euthanasie active. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce sont des sujets qui sont toujours compliqués, qui relèvent de l'intime, et d'abord de l'intime conviction. C'est-à-dire pour cette raison que les députés ont leur liberté de vote. Il va y avoir un grand débat. J'espère qu'il sera productif en termes de débat public et que chacun pourra s'exprimer. Mais je ne veux pas dire que nous allons, nous défausser des responsabilités qui sont celles de la puissance publique, de l'État, du ministère de la Santé, s'agissant des soins palliatifs, en légiférant sur l'euthanasie. Je crois que c'est l'un et l'autre. D'accord. Vincent. Est-ce que vous pensez que le cadre de la Convention citoyenne est le bon cadre? Est-ce que vous ne pensez pas que sur un sujet aussi sensible, aussi délicat, un référendum serait plus approprié? Écoutez, je n'en suis pas certain. J'attends de voir la façon dont sera constituée la Convention citoyenne. J'observe que tous les 5 ans, la loi bioéthique fait l'objet d'une révision qui est précédée de débats, de conférences de consensus du même ordre. Et que c'est une méthode qui est éprouvée et qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Je me pose la question de savoir si un débat par référendum... Très démocratique. À la fin des fins, l'outil démocratique, c'est que nous votons, nous parlementaires. Et le référendum, donc? Le référendum, écoutez, je pense que nous avons, sur des sujets compliqués, l'exigence d'un débat qui prenne du temps, qui soit apaisé, qui embarque évidemment au-delà de ceux qui seront dans la Convention citoyenne. Je ne doute pas qu'il y aura des débats dans la société, et tant mieux. Mais cela me paraît, parce que je l'ai vu fonctionner avec la loi bioéthique, une bonne méthode. Vous, quelle est votre conviction ? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers une loi sur la fin de vie telle qu'elle a été proposée, mais qu'en effet, la question des soins palliatifs, de la bonne application de la loi Claes-Néolinéti, qui avait été un travail méticuleux, minutieux, avec un socialiste et un républicain, avait fait un bon travail, mais on voit aussi qu'un certain nombre de situations ne peuvent pas être prises en charge par cela.
Merci Vincent, à tout à l'heure. On vous retrouve à la fin de l'émission. Bonjour Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bienvenue. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Boris Vallaud. L'audition publique, c'est à vous. Pardon. Alors, je voulais revenir sur un sujet qui est un peu délicat, un peu sensible, c'est celui d'Adrien Quatennens qui a été... qui s'est mis en retrait en compte tenu de l'affaire qu'il occupe avec son épouse, dont il est en instance de divorce. Et ce qui a fait beaucoup parler, c'est quand même la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui est le chef de la France insoumise, et qui n'a pas eu dans un premier temps de mots pour cette épouse, pour la victime donc, et qui a été très critiqué, y compris dans son camp. Est-ce que vous êtes de ceux qui aussi n'ont pas compris pourquoi il s'était exprimé de la sorte? Ce qui est certain, c'est que ma première pensée a été non seulement pour cette épouse, mais pour beaucoup d'épouses, de compagnes et de conjointes, qui se retrouvent dans des situations de violence intrafamiliale qui peuvent aller, on le sait, jusqu'à la mort. Oui, disons les choses quand même assez nettement. Et évidemment, de ce point de vue-là, on attendait que les premiers mots soient pour elle, mais j'allais dire d'une certaine manière, elle était, même si on ne l'a pas vu, le visage de toutes les autres. Et je crois qu'il l'a lui-même bien saisi et bien compris, puisque non, et je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Il a rectifié le tir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans toutes ces affaires, au-delà des personnes concernées, je préfère que l'on parle de la cause des femmes plutôt que de Jean-Luc Mélenchon ou de tel ou tel. Alors, est-ce que c'est pas finalement la gauche morale, cette gauche qui est née dans les années 80, et ben cette gauche morale qui se prend les pieds dans le tapis, qui se prend le boomerang en pleine figure, là? Je dois vous dire que, alors, franchement, s'il y a un truc qui est assez partagé, malheureusement, c'est bien les sujets de violence conjugale. Vous voyez, ça n'a pas d'étiquette politique. Oui, la question de Yves, c'est la gauche qui donne des leçons, et qui se prend finalement les pieds dans le tapis de l'exemplarité. Si vous me permettez l'expression qui est très maladroite, la main dans le sac, et qui finalement, accepte mal d'ailleurs ce qui doit en résulter, c'est-à-dire démission. Je ne sais pas si les réactions, le débat qui s'est noué autour de cette affaire, j'allais dire la vitalité d'un certain nombre de prises d'opposition, le rappel à l'ordre sur le fait que c'est une question grave, aurait eu la même résonance si c'était passé précisément ailleurs qu'à gauche. Ah oui, vous pensez? Est-ce que vous n'auriez pas... J'en formule l'hypothèse. Est-ce que la gauche ne serait pas montée au créneau très violemment en exigeant la démission? On l'a vu avec l'affaire Abad, quand même. En l'occurrence, une bonne partie de la gauche s'est elle-même émue de cette affaire. Enfin, moi, c'est le constat que j'en fais. Je rappelle que ni M. Bayoul ni M. Quatennens ont démissionné de leur poste de député. Non, ils se sont mis en retrait, et puis cette décision, je le dis, leur appartient. Et s'agissant de Julien Bayou, vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est. Peut-être que vous êtes mieux informé que moi. Ce que je vais vous soumettre comme question n'est pas si éloigné de ce qu'on vient de dire. Il y a quelques semaines, M. Roussel, le patron du Parti communiste, a mis les pieds dans le plat en disant, voilà, moi je ne suis pas pour la gauche des allocs, c'était un peu caricatural, mais je ne suis pas pour la gauche des allocs, je suis pour la gauche du travail. Et là, il s'est pris un tir de barrage de beaucoup qui n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Mais on a le sentiment que cette vieille gauche, justement, qui était la gauche du travail, qui était la gauche des usines, qui était la gauche des ouvriers, elle a cédé le pas, justement, à cette gauche prétendument morale et prétendument qui est plutôt dans l'assistanat. Bon, alors vous êtes où, vous n'êtes pas économe d'une caricature. Hein, non, mais... Bon, mais je vais vous répondre. D'abord, je vais vous dire... Parce que vous avez écrit un livre il n'y a pas longtemps qui abordait ces sujets-là. Oui, et qui ne vous paraissait pas ni gauche morale, ni réfuter la centralité du travail dans la vie des gens et dans la société. C'est l'histoire du socialisme et du mouvement ouvrier. Et le débat qui s'est noué, parfois, j'allais dire un peu dans la caricature et dans la précipitation, il n'est pas inintéressant. D'abord parce que dans nos circonscriptions, on est interpellé par des gens qui ont le sentiment de ne pas vivre de leur travail. C'est des classes populaires, laborieuses, mais pour qui la fin du mois, c'est pas le 30, c'est le 15. Et qui ont aussi le sentiment que ils payent trop et que d'autres en profitent indûment. Et ce peuple-là, il vote plus pour vous? Eh bien, il faut lui parler. Il faut l'entendre. Mais d'abord, moi, je ne crois pas aux privilégiés d'en bas.
Je le dis franchement, j'en reçois beaucoup des gens qui ont des vies invivables, des vies difficiles, qui ne trouvent pas de travail, parfois qui n'en cherchent pas, mais qui ont tellement de choses à régler par ailleurs, sur le plan de la santé, de la mobilité, du logement, des violences conjugales également. Et souvent, cela se superpose, que je le comprends. Au bout du travail, il y a les allocations. Les allocations chômage, c'est le fruit des cotisations et le fruit du travail. Et au bout des cotisations, il y a aussi la possibilité de retrouver un travail. Les deux sont J'affine ma question. Quand on regarde l'électorat de la NUPES, qui regroupe les 4 partis que tout le monde connaît, eh ben, c'est pas l'électorat du monde du travail. Cet électorat-là, il est chez Madame Le Pen, au Rassemblement national. Moi, je veux dire, j'ai une conviction. Je parle parce qu'on va venir sur l'avenir du Parti socialiste. Et si vous m'avez lu, je vais vous dire les choses assez nettement. Je dis que nous devons reparler aux classes populaires et aux classes moyennes. Pas pour ne parler qu'à elles, mais comme condition pour parler à tous. Et qu'il y a dans le socialisme un projet émancipateur qui vaut pour toute la société. Ça veut dire qu'il y a une centralité du travail. La valeur travail, est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est de droite, elle est d'abord comme l'a dit elle est d'abord. Est-ce qu'elle est de droite? Elle est d'abord. Non, elle n'est pas de droite. Moi, je dis, elle est d'abord contingente. Il n'y a pas de valeur travail sans travail de valeur. Quand vous ne vivez pas de votre travail, que vous êtes maltraité, que vous avez une carrière hachée, que votre boulot n'a pas beaucoup de sens, eh ben, la valeur travail, elle est loin. Alors nous, on plaide, moi je vous le dis, pour le travail digne et porteur de sens. Digne dans sa reconnaissance, digne dans son organisation, digne dans sa capacité à agencer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, avec le droit au loisir, avec le droit au congé, qui sont des conquêtes des travailleurs. Le Parti socialiste va se donner un nouveau premier secrétaire. Est-ce que vous êtes pour Olivier Faure, qui est le secrétaire sortant, ou est-ce que vous êtes pour Hélène Geoffroy, qui ne défend pas tout à fait la même ligne, ou est-ce que vous êtes pour une troisième voie qui pourrait être incarnée peut-être par Carole Delga, d'ailleurs? Écoutez, vous savez, dans le moment dans lequel on est, et moi je vais beaucoup dans ma circonscription, les gens ne me parlent pas du congrès du Parti socialiste. Vous voyez parce que les gens ne parlent peut-être plus du Parti socialiste. Ils aimeraient bien qu'on parle de leur vie, vous voyez. Ils nous disent, on en a ras-le-bol que vous parliez de vous. Parlez que de vous. Parlez de nous, parlez de nos vies difficiles. Je le disais, il y a des gens qui bossent, qui n'arrivent plus à remplir ni leur frigo, ni leur réservoir d'essence, ni leur chaudière. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne comprennent rien en politique publique. C'est tellement compliqué que notre modèle social, il porte la suspicion en bandoulière. Est-ce que le PS va dans la bonne direction, là? Mais je crois que dès lors qu'il se préoccupe de justice, d'égalité et de progrès, il est dans le Olivier Faure le conduit dans la bonne direction. Quand il se pose la question de savoir pour qui il se bat, non pas être du côté de ceux qui font l'histoire, mais de ceux qui la subissent avec toute sa dureté, oui, il est dans le juste. Ensuite, il y a des questions stratégiques. L'alliance avec les autres forces de gauche, les alliances à gauche, c'est l'histoire de la gauche dans son ensemble, depuis bien longtemps. Est-ce que, dans cette union, nous renonçons à être ce que nous sommes, socialistes? La force d'une addition, c'est d'être à somme positive. Et donc moi, je ne renonce pas, comme président du groupe, à compter, à affirmer des positions. Et je crois que Olivier Faure, mais d'une manière générale aussi d'autres, ne sont pas dans un autre état d'esprit que celui-là. D'accord, alors j'ai compris que vous votiez pour lui. Il y a ce qui est assez logique, puisque c'est lui qui a prôné aussi la liaison avec l'alliance avec la NUPES. Est-ce que s'il y a une motion de censure déposée par le Rassemblement national... Non. Vous la votez pas? Non. Non mais... Contrairement à Manuel Bompard. Chacun fera ce qu'il... En tout cas, moi, je plaiderai au sein... C'est là où sont les limites. Je plaiderai, même si le contenu vous convient, même si le contenu, la motion de censure... Oui, moi, je ne ferai pas avec l'extrême droite. Donc là, c'est très clair. Je vous le dis, je ne ferai pas avec l'extrême droite. Oui, je vous le dis. Voilà. Et vous pourrez, par ailleurs, voter des motions de censure pour tenter de renverser le gouvernement, par ailleurs. Pour dire notre désaccord et la possibilité d'un autre chemin. Et vous pourriez en déposer vous-même? Avec nos petits bras. Voilà. Avec vos petits bras. Vous aurez l'occasion, puisque sur le papier, il peut y avoir 8-49-3 du gouvernement. Chacune des parties. Voilà. Merci Yves. Merci à Elisabeth. La semaine prochaine avec plaisir. Beaucoup. Vous irez battre le pavé avec la France Insoumise le 16 octobre, dans la grande marche à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Avec beaucoup d'autres.
avec beaucoup d'autres qui disent que la vie chère... Vous irez. Oui, il y a un sujet de pouvoir d'achat, oui, il y a un sujet de vie chère, oui, il y a un sujet de partage de la richesse et de la valeur ajoutée, oui, il y a un sujet de salaire, et il n'est pas inutile de le dire. Vous dites j'irai avec d'autres comme si c'était honteux d'y aller. Non, mais parce que justement, ça a été décidé par 4 partis, plus d'autres, forces organisées. Ça n'est pas la marche de Mélenchon, c'est la marche de la NUPES à laquelle vous êtes associé. C'est ça que vous voulez nous dire. C'est une marche pour la justice et la dignité dans la vie, voilà. Je vous présente, mais vous le connaissez, Xavier Iacovelli. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, Renaissance, et vous avez identifié au moins 2 thèmes sur lesquels vous voulez débattre avec Boris Vallaud. On commence par les retraites ? On y va. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, chers députés. Notre système de retraite, vous le savez très bien, est déficitaire structurellement. Le rapport du corps l'a indiqué. Alors effectivement, nous serons bénéficiaires pour l'année 2022, mais à partir de l'année prochaine, nous avons un déficit de 3,5 milliards et d'ici 2026, un besoin de financement de 16 milliards. À l'époque de la présidence de François Hollande au Parti socialiste, dont je défendais avec vous d'ailleurs le quinquennat, nous avions abandonné l'idée même de repartir à 60 ans et nous étions restés effectivement sur les 62 ans avec une réforme qui était importante et qui est toujours en cours. Vous en avez parlé tout à l'heure, la réforme Touraine qui allonge effectivement la durée des trimestres tous les 3 ans et d'ici quelques années, nous serons à 43 annuités. Mais vous parlez aujourd'hui de revenir à la retraite à 60 ans. Vous parliez tout à l'heure de budget d'esbrouf, en parlant du budget qui sera présenté dans nos assemblées à partir de la semaine prochaine. Mais est-ce que s'il n'y a pas une esbrouf de votre part aussi, en sollicitant aujourd'hui la retraite à 60 ans, alors que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas finançable ? Et moi, je vous pose la question, qui va payer aujourd'hui la retraite à 60 ans, puisque vous voyez bien que nous sommes sur un allongement, une démographie et une population qui est vieillissante, et donc avec des entrées plus importantes dans la retraite, et c'est tant mieux pour notre pays, mais on a aussi besoin de financer ce système qui est unique au monde, ce système par répartition sur lequel nous sommes tous attachés et que nous devons pérenniser. Donc votre question, c'est sur l'aller-retour sur les 60 ans et qui paye. C'est intéressant parce que, vous avez remarqué, je suis dans l'opposition, vous êtes dans la majorité, c'est d'abord la réforme d'Emmanuel Macron que vous avez à assumer. Et c'est d'abord de ça dont je voudrais parler. Vous avez parlé du rapport du Conseil d'orientation des retraites. Je l'ai lu avec minutie, j'ai beaucoup travaillé dans les dernières législatures sur cette question des retraites et je continue d'affirmer qu'il n'y a aucune espèce d'urgence à réformer les retraites. Donc le temps de la concertation que le gouvernement pourrait refuser, en réalité, est tout à fait possible. Ensuite, quand vous regardez, j'allais dire, à législation constante, éventuellement, les différentes hypothèses. On est sur 340 milliards de dépenses des retraites. On a, sur le scénario médian, il y en a beaucoup des scénarios, on est à 8 milliards de déficit. Vous voyez, quand même l'épaisseur du trait. Vous avez un certain nombre d'économistes, je crois que c'est Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas bolchevique, qui dit que si on augmentait de 10% le taux d'emploi des seniors, qui est un des plus mauvais d'Europe, on n'aurait pas besoin de faire ces réformes. Ensuite, la vraie question qui est posée quand on regarde, c'est dans les perspectives, il va y avoir un décrochage du niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs. À l'horizon 2040, alors qu'il y a une quasi-parité aujourd'hui, il y aura un niveau de vie des retraités qui sera 75% de celui des actifs. Là, il y a un débat qui est intéressant. Est-ce que l'on considère que cette paupérisation relative des retraités est juste ? Est-ce qu'il faut mieux financer les retraites, plus financer ? Quelle doit être la part des retraites dans le PIB ? C'est 13-14%. En réalité, jusqu'à 2070, c'est à peu près stable. On a affronté la fin du papy-boom. C'est pour ça qu'il y a le fonds de réserve des retraites de 150 milliards d'euros qui permet d'absorber tout ce que vous avez évoqué comme déficit très conjoncturel, puisque après, évidemment, sur longue période, avec tous les aléas de la longue période, ça redevient positif. Ensuite, il y a les questions, et c'est celle que pose Laurent Berger, qui dit, mais enfin, on se construit la meilleure des retraites dans la meilleure des carrières. Et donc, il faut qu'on s'interroge sur les mutations du marché du travail, sur sa régulation, et comment on se crée des droits à la retraite. Et de ce point de vue-là, vous avez quand même fait des dégâts depuis 5 ans. Parce que le nombre des primes désocialisées, qui ne sont pas contributifs,
la prime Macron, la prime d'activité, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage aussi a réduit la possibilité de se créer des droits à la retraite. En fait, vous organisez l'assèchement financier de ce régime vieillesse pour ensuite justifier de le réformer. Vous améliorez le pouvoir d'achat au passage ? Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre. De quelle manière, Monsieur le député, ce que l'on vous donne d'une main, on vous le reprend de l'autre. Je me rappelle de François Hollande, d'ailleurs, François Hollande qui regrettait d'avoir supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires, qui permettait effectivement de faire du gain de pouvoir d'achat pour les Français. Et si je me souviens bien, vous étiez à l'époque son secrétaire général adjoint à l'Élysée, et donc je pense que vous étiez sur cette position-là également. Moi, ce que je voudrais, et vous avez complètement raison sur le taux d'employabilité. À titre personnel, vous lirez d'ailleurs le rapport que j'ai fait à l'Assemblée nationale. Pour dire que j'étais contre la désocialisation des heures supplémentaires. Mais moi, je suis pour que le travail paye, c'est-à-dire que les salaires Mais payent. nous aussi, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la question des 60 ans, parce que c'est quand même important. Je pense que les électeurs qui ont voté pour la NUPES ou qui ont voté pour vous en tant que socialiste... Je vais vous répondre. La question... Attendez, je voudrais juste finir. On votait aussi pour vous, pour que vous ne soyez pas dans une opposition de posture, mais que vous soyez dans la nature du compromis. Vous êtes un social-démocrate, donc le compromis est dans votre nature, dans votre ADN. En tout cas, a priori, c'est ce que défend la social-démocratie. Mais pour qu'il y ait un compromis, il faut qu'il y ait deux partis qui soient d'accord et qui fassent un pas vers l'avant. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vous parliez, effectivement, sur le taux d'employabilité des seniors. Effectivement, notre pays... Nous avons à peu près 33% de taux d'employabilité pour les 60-64 ans. Quand on regarde les Pays-Bas ou l'Allemagne, on est à 60%, alors qu'effectivement, ils ont un âge de départ à la retraite à 67 ans. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'âge de départ à la retraite et le taux d'employabilité des seniors. Et donc on a aussi besoin d'avoir une durée de travail beaucoup plus. Ça n'a aucun rapport. Monsieur le député, nous avons aujourd'hui trois options pour financer et pour pérenniser notre système de retraite. Baisser les pensions, je pense que ni vous, ni le gouvernement, ni la majorité présidentielle ne souhaitent baisser les pensions pour les retraités. Deuxième option, augmenter les cotisations. Effectivement, c'est une solution qui peut être défendue. Absolument, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts sur les Français depuis 2017. Et nous refusons, effectivement, et d'ailleurs ça a été validé par le choix des Français à l'élection présidentielle, nous refusons d'augmenter les impôts et les taxes. Et la troisième possibilité, c'est effectivement d'allonger la durée du temps de travail pour permettre de pérenniser ce système. Qui est perdant dans cette histoire ? Je disais, c'est dans la meilleure des carrières qu'on se fait la meilleure des retraites. Qui est perdant dans cette histoire ? Toujours les mêmes. Les carrières longues, les carrières hachées, les petits salaires. Mais non, monsieur le député. Vous savez, dans le dernier quinquennat, la grande cause, c'était l'égalité femmes-hommes. Quand vous avez des salaires des femmes qui sont 20% de moins élevés que les hommes, il manque de l'argent à la sécurité sociale. Il y a bien, avant de faire payer les plus modestes, il y a bien des façons d'assurer l'équilibre financier. Écoutez, monsieur le député, je vous invite du coup à relire le programme, à relire les propositions du président Macron, puisque en fait dans les propositions, il y a effectivement ce minimum garanti à 1 100 €, parce que vous parliez de justice sociale. Pour les carrières complètes. Mais vous parliez de justice carrières sociale. hachées, mais tout à fait, je vais y venir. Qui sont des carrières. Vous parliez de justice sociale. Parce que vous vouliez aussi évoquer un autre sujet. La justice sociale, vous êtes d'accord ? Vous en avez parlé tout à l'heure. La justice sociale, c'est faire en sorte effectivement que tous ceux qui ont une carrière pleine puissent avoir un minimum garanti de 1 100 €. C'est le minimum qu'aujourd'hui la collectivité peut offrir. Nous avons aussi dans le projet faire en sorte de prendre en compte la pénibilité, parce que la pénibilité. Mais vous en avez supprimé les critères. Non, parce que c'était une usine à gaz qui a été mise en place par le président. J'ai eu le plaisir de relire vos expressions lorsque vous étiez encore socialiste. Et vous avez aussi la prise en charge. Oui, mais vous avez changé beaucoup d'avis. À la preuve, 62 ans, 60 ans, vous changez régulièrement d'avis. Vous étiez un des rédacteurs d'ailleurs de la loi El Khomri, la loi travail, et pourtant vous avez changé d'avis. Vous voulez l'abrogation maintenant. Carrière longue, les gens peuvent changer d'avis. Carrière longue, oui, nous avons pris en compte carrière pénible. La carrière longue, effectivement, parce que nous pensons que ceux qui ont travaillé tôt, commencé à travailler tôt, doivent partir plus tôt. Et donc, c'est dans le projet aujourd'hui de la retraite. Et ensuite, évidemment, pour les carrières longues, si on allonge l'âge de départ à la retraite, eh bien, il y aura des conséquences pour les carrières longues. Sur la pénibilité, il y a 4 critères qui ont été supprimés. Et le principe même de prévention de la pénibilité avec son financement a été supprimé lors du dernier quinquennat. Ça fait des dégâts parmi les plus... Non, mais par les plus pauvres. Vous savez que vous avez un quart
des plus pauvres des Français qui sont morts avant 62 ans. C'était très compliqué, il faut avouer-le. C'était une belle mesure, mais c'était inapplicable. Vous avez renoncé à quoi que ce soit. La preuve, c'est que c'est dans le projet. Monsieur Iacovelli, vous laissez Boris Vallot comme la loi sur la dépendance qui était dans le projet il y a 5 ans. Donc, s'il vous plaît. 20 ans qu'on demandait de crédibilité. 20 ans que nous attendions la loi sur la dépendance et nous l'avons créée. La réforme d'Emmanuel Macron, celle qui a été discutée à l'Assemblée nationale, et je crois, je ne sais pas si c'est allé au Sénat. Non, elle n'est pas allée au Sénat dans la dernière législature. Faisait que la part de ceux qui se retrouvaient dans ce filet de sécurité pour une carrière complète, 1 100 €, la part des retraités qui se retrouvaient, être des retraités, j'allais dire, dans le bas du panier, augmentait considérablement, et c'était essentiellement des femmes. Ça n'était pas une mesure de justice. Carrière longue, carrière pénible, pénibilité, carrière hachée. Oui, et donc, exactement. Ça veut dire vous vantez la réforme, effectivement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas. Oui, mais vous franchement, c'est des mots. Ça fait 5 ans que vous êtes là. Vous venez pas d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Il vous a échappé qu'il y a eu quelques petites crises où on a dû renoncer effectivement à la réforme des retraites. Vous avez renoncé à beaucoup, et notamment à la justice. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, on a eu le débat depuis longtemps maintenant sur la réforme des retraites. Et d'ailleurs, le président de la République a pris le risque de le mettre dans le débat présidentiel en annonçant effectivement un âge dans le débat présidentiel. D'en débattre et au Parlement et à l'Assemblée. Et évidemment au Sénat, vous y aviez une autre interpellation à Boris Vallot. Oui, sur l'accord de la NUP, sur l'accord effectivement de l'ensemble de la gauche, si tant est qu'on puisse encore classer la LFI à gauche, puisque même Jean-Luc Mélenchon a abandonné cette terminologie de la gauche. Cette gauche, cette NUP qui est dirigée par la LFI et qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, vous avez fait le choix, et je peux le comprendre, pour garder un groupe à l'Assemblée nationale et pour maintenir une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, vous avez fait le choix effectivement de renoncer à un certain nombre des valeurs, un certain nombre de sujets et de ce qui faisait l'ADN du Parti socialiste et de ce grand parti. Par exemple, est-ce que, moi je pose la question à monsieur le député, est-ce que vous êtes à l'aise quand Jean-Luc Mélenchon, par exemple, annonce que la police tue ? Alors même que le président Hollande, je me rappelle, j'avais retenu sa phrase qui disait « Le rôle que vous avez est indispensable dans notre société » en parlant aux jeunes policiers. Par ma voix, la République vous exprime sa gratitude pour l'engagement que vous venez de prendre pour protéger toutes les citoyens. Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez être à l'aise avec cette position-là ? Quand vous parliez tout à l'heure de la question de la valeur travail, quand Fabien Roussel, à juste titre, dit qu'il préfère effectivement la valeur travail que les allocations, et peut-être que c'était ça aussi l'ADN du Parti socialiste, de pouvoir défendre l'émancipation par le travail, par la dignité. Il a déjà répondu sur cette question. J'ai répondu et je défends l'émancipation par le travail digne et porteur de sens, que l'on puisse vivre de son travail et pas justement nécessairement donc de la solidarité. Alors attendez, laissez Boris Vallot répondre. Mais le droit au congé, droit au loisir, ça c'est les combats de la gauche, de la gauche socialiste. C'est pas le droit à la paresse. Ensuite, moi je m'amuse toujours de tous ces gens qui sont pleins de bons sentiments vis-à-vis du Parti socialiste et qui l'ont quitté. En général, parce que la soupe était meilleure ailleurs. C'est vrai que c'est pas évident d'être élu dans la Val au Centre, vous faites la même accusation l'un à l'autre. Non, mais je veux dire, moi je suis resté socialiste, au Parti socialiste, au groupe socialiste et apparenté qui va avoir 130 ans à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une union de la gauche où chacun vient avec ce qu'il est, et les députés socialistes y viennent comme socialistes. Vous me posez la question de la police. Je sais que que l'insécurité, elle frappe d'abord les populations modestes. Et d'ailleurs, dans les interrogations qui sont les nôtres, et vous l'avez vu, François Ruffin le fait dans son livre et dans les questions qu'il pose retour de sa campagne de terrain dans la Somme, il pose toutes ces questions-là. Moi, vous savez, je viens du corps préfectoral. Je travaillais avec la police. Je sais le travail qu'ils font. Je sais aussi, quand le ministre n'assume pas ses responsabilités, ce qu'il fait peser sur les fonctionnaires de police qui parfois doivent assumer seuls des responsabilités qui incombent au ministre ou au préfet. Et c'est vrai qu'on a la République sans fusible depuis 5 ans. Donc quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on préfère se planquer plutôt que d'affronter... Donc vous voterez aujourd'hui les 15 milliards qui ont été proposés sur 5 ans pour effectivement doubler les effectifs de la police dans les rues. Et je combattrai l'augmentation des salaires pour les enseignants. Et je combattrai très nettement la réforme de la police judiciaire qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui est une régression. Vous ne m'avez pas répondu en fait. Je le dis, comme tout à l'heure, j'ai dit que je ne préjugeais pas de mon vote avant d'entrer dans la discussion et des positions que nous pourrions faire avancer. Je vous réponds que, par exemple, je ne voterai pas pour la suppression des 2000 postes d'enseignants.
Mais vous voterez pour l'augmentation. On verra amendement par amendement. 1 milliard d'euros sur les salaires. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, dans la loi pouvoir d'achat, j'ai voté la hache, mais je n'ai pas voté ensuite. Est-ce que vous ne voterez pas, vous pouvez nous dire pourquoi vous pourriez voter? Non, ça marche dans un sens. Écoutez, par exemple, le soutien aux familles monoparentales de 2 millions de familles monoparentales qui vont avoir leur allocation augmentée jusqu'au collège et non pas jusqu'au CP. C'est possible que je le vote. Voilà, donc vous n'êtes pas dans une position de facile. Et vous, je vous pose la question, parce que vous êtes non plus dans une majorité de posture. Pourquoi n'avez-vous pas voté la proposition de taxation des superprofits au Sénat ? Alors, parce que moi, vous savez, je suis très à l'aise avec ça, puisque j'avais fait cette proposition, non pas sur une taxe sur les super-profits, mais une taxe sur les dividendes reversés pour les entreprises qui versaient les tellement à l'aise que vous ne l'avez pas voté. Écoutez, une taxe sur les dividendes, c'est à partir du moment où on versait les dividendes. Mais moi, je suis très à l'aise, parce que, en fait, c'est l'avantage de cette majorité présidentielle, c'est qu'on peut avoir une expression. Et non, c'est pas la foire fouille, c'est que moi, j'ai la fierté aussi de soutenir une première ministre et un gouvernement qui est issu aussi de la gauche. Mais vous avez la fierté d'avoir supprimé l'ISF, alors que quand vous étiez au Parti Socialiste, j'ai voté contre. Vous le réclamiez. J'ai voté contre la suppression de l'ISF. Vous appartenez à cette majorité. Vous allez mettre vous avez soutenu la réforme de l'assurance chômage qui a fait 1,10 million de perdants parmi les jeunes et parmi les plus précaires. Vous avez soutenu la non-compensation de la socialisation. Aujourd'hui, quand il y a 7% de chômeurs, les Français ne comprennent pas qu'on puisse avoir 7% de chômeurs encore et autant de secteurs qui ont du mal à recruter. Dans tous les secteurs, maintenant, nous avons du mal à recruter. Et donc, nous avons 50% des chômeurs qui veulent il y a besoin de flexibilité pour à la fois accompagner les demandeurs d'emploi dans la reprise d'emploi, parce que nous pensons que l'émancipation par le travail, c'est par le travail qu'on a la dignité, et la société n'est pas quitte quand on verse uniquement des allocations. Je sais que la gauche est dans cette idée-là, mais en tout cas, c'est pas ma vision. Attendez, franchement, vous racontez n'importe quoi. Non, mais pardonnez-moi, juste une seconde. Oui, ce sera le mot de la fin. Vous savez qu'on se crée des droits à l'assurance chômage parce qu'on a travaillé. Que vous avez un chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé. Que 50% des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté. D'accord ? Que ce que nous avons à gérer, c'est les transitions professionnelles pour construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Ce qui n'a pas été prévu ou accompagné ni à Saint-Jean-Industrie, ni dans les fonderies du Poitou, ni chez SAM. Vous avez abandonné, vous aussi, là, dans ces derniers mois, ces ouvriers. La réforme de la rassurance chômage, ne mettez pas. Moi, je ne crois pas aux privilégiés d'en bas. Je crois qu'il y a des privilégiés d'en haut et que vous avez bien protégé. Ceux qui vont bien ont un président, les autres, ils ont besoin de nous. Merci à tous les deux. Merci, monsieur Iacovelli, d'avoir accepté de venir débattre avec Boris Vallaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent Roux a une dernière question d'actualité à vous poser. Boris Vallaud. Vincent, vous êtes là ? On vous entend ? Oui, je suis là et je pense qu'on m'entend. Question courte, on voit une affluence massive à la frontière russo-géorgienne, Boris Vallaud, un certain nombre de Russes qui désertent visiblement pour éviter la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Est-ce que la France doit les accueillir ? Écoutez, je crois que tous les combattants de la liberté ont leur place dans les démocraties qui ont ces principes en partage. Ils ne sont pas combattants. Ils ne veulent pas combattre pour un régime autoritaire qui ne respecte pas la souveraineté de l'Ukraine, qui a massacré des populations entières, qui a, transféré des populations, des centaines de milliers d'Ukrainiens vers la Russie, y mis des enfants dans des centres de rééducation. Eh bien, leur forme de résistance, ça peut être, dans le cas d'espèce, cette désertion que vous évoquez. En tout cas, c'est un débat qui doit avoir lieu au niveau européen. Et la France s'honorerait à, évidemment, accueillir apporter ce débat au plan européen. Oui. Et pourquoi pas, en effet, à accueillir ce qui serait sans doute des réfugiés combattant le régime, enfin, les choix d'un régime autoritaire. Okay. Ils iraient où ? Pardon ? Si on les accueillait, ils iraient où ? Mais écoutez, on accueillerait comme on a accueilli les Ukrainiens, avec, je l'espère, à la fin de la guerre, une reconstruction que nous accompagnerons et la possibilité des Ukrainiens de retourner dans ce pays qui aujourd'hui nous est cher. Pardon ? Un accueil temporaire. Je ne me résous pas à ce que la Russie poutinienne soit une Russie éternelle, vous voyez ? Merci beaucoup, Vincent. Un dernier mot pour les femmes en Iran. Et les hommes d'ailleurs, c'est ce qui caractérise cette révolte et tous ces visages de femmes tuées, de manifestants brutalisés. Je veux dire que ça émeut, ça serre le cœur et ça dit la nécessité d'être, je le redis, toujours
aux côtés des combattants de la liberté. Et là, en l'occurrence, de combattantes d'un grand courage. Immense courage. Merci beaucoup, Boris Vallaud, d'avoir été avec nous dans Audition publique ce lundi soir. On se retrouve bien sûr, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Vous aurez l'occasion de suivre le débat qui sera consacré à l'Ukraine, précisément pour la rentrée parlementaire le 3 octobre. On se retrouvera le 10. Bonne soirée à tous sur LCP Public Sénat.